public. Alors donc, comme on l'a dit, je suis Caroline Legac, je travaille chez les Scouts et Guides de France. Je suis ravie d'être là parmi vous, à la fois personnellement pour écouter aussi les autres intervenants, parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Et puis très heureuse d'être là, que l'équipe d'organisation ait pensé aux Scouts et Guides de France pour intervenir sur cette question-là. Alors forcément, on est un mouvement d'église, donc cette question, elle est importante pour nous. Et puis on est un mouvement d'éducation avec 85 000 membres, dont 50 000 jeunes. Donc forcément, quand on a des jeunes, quand on a des adultes, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, ça attire aussi les pédophiles ou les pédocriminels plutôt. Et du coup, c'est un sujet qui nous intéresse et qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, notamment aussi au niveau du mouvement, l'organisation du mouvement mondial scout, puisque dans tout le monde, il y a une politique mondiale qui a été mise en œuvre. Donc j'ai essayé de revenir un peu sur ce qu'on fait et sur la relation éducative plus particulièrement. Alors en introduction, je voulais commencer par vous parler de ce qui est peut-être préalable à toute protection des enfants, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un environnement sûr pour le développement des enfants et des jeunes. Alors pour fournir cet environnement sûr, on a quelques convictions chez les Scouts et Guides de France. J'espère que vous voyez bien, parce que je me rends compte que c'est pas écrit très gros. Donc je vais la reprendre. La première chose, c'est comment est-ce qu'on peut, pour faire vivre cet environnement sûr, proposer des activités qui ont à chaque fois un but éducatif, et donc on remet du sens derrière ces activités, et notamment pour faire en sorte que le jeune puisse grandir dans son développement et dans tous les axes de son développement. Donc c'est vraiment de dire, voilà, il y a des objectifs éducatifs derrière chaque activité, et comment on en mesure du coup l'avancée pour le jeune. Le deuxième élément important, c'est tout ce qui est autour de la sécurité, donc dans les activités qu'on propose. Quand on parle de sécurité, c'est à la fois la sécurité physique, c'est de faire en sorte qu'on ne mette pas le jeune en danger quand il va faire une activité, mais c'est aussi la sécurité psychologique, morale, la sécurité sociale, enfin tout ce qui va faire en sorte qu'on soit dans un cadre bienveillant. Il y a également une autre dimension qui est le développement des compétences personnelles. L'idée derrière, c'est de pouvoir dire qu'à chaque activité, le jeune va pouvoir développer des compétences qui ne vont pas forcément être les mêmes d'un jeune à un autre, et que l'adulte est là pour faire en sorte que ce jeune-là trouve sa place et puisse avoir cette possibilité de se développer. Et puis, un autre point, c'est l'implication de toutes les parties prenantes. Je vais expliquer un petit peu. Mais chez les Scouts et Guides de France, il y a les jeunes, les adultes qui les encadrent, il y a aussi tous ceux qui sont autour de ces adultes pour les accompagner. Et ce qui est important, c'est que tous puissent travailler dans le même but et travailler ensemble. Et on verra que sur cette question, en tout cas d'avoir une attitude juste avec les mineurs, c'est important que tout le monde soit bien, travaille ensemble sur ces questions-là, et que les jeunes adultes qui s'occupent des jeunes puissent se sentir aussi accompagnés dans cette question-là. Et également, j'ai oublié une partie prenante qui est importante, c'est aussi les parents des enfants, pour qu'on puisse leur dire c'est quoi, quand on inscrit les jeunes dans le scoutisme, qu'est-ce qu'on a comme but éducatif, qu'est-ce qu'on veut faire pour que le jeune grandisse. Et puis le dernier point, c'est créer et sensibiliser, promouvoir et encourager un comportement positif. Donc ça, je développerai un petit peu, mais c'est faire en sorte que quand un jeune vient dans le scoutisme, il puisse s'épanouir, rencontrer des gens qui sont là pour lui, et d'avoir un environnement, un cadre bienveillant. Alors ce que je vous disais, c'est que dans le cadre du scoutisme, on a au fil des années cette protection des enfants et des jeunes qui a pris
une ampleur importante et qui a été une priorité croissante, notamment de l'Organisation mondiale du scoutisme et des associations de scoutisme qui en font partie, dont les Scouts et Guides de France. Et donc, ça a été à la fois d'essayer de travailler sur la prise de conscience que ça existe. Comme je vous l'ai dit, on a eu aussi tendance à se dire que le scoutisme était épargné de ces questions-là. Même pendant un temps, je pense qu'on avait, en tout cas au niveau national, très peu de remontées de ce qui pouvait arriver dans des groupes, puisque ça passait pas la partie groupe, et c'était plutôt... il y avait une sorte de silence total, mais on peut le retrouver un peu partout. Et donc cette question-là de sensibilisation, de prise de conscience, de mettre en place des politiques et des procédures très strictes, et puis de poursuivre tout ce qui est développement à la fois dans ce qu'on propose aux jeunes. Donc je vous montrerai quelques outils qu'on a essayé de mettre en place, et puis de changer aussi notre manière d'être avec ces jeunes, donc la formation, etc. Alors pour rentrer un peu plus dans le sujet de la relation éducative, alors c'est assez rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on pourrait passer beaucoup d'heures à parler de la relation éducative. Nous, dans nos formations qu'on a vis-à-vis de nos encadrants, on aime bien montrer que finalement, pour avoir un cadre bienveillant et sécurisant, on a forcément des animateurs qui ne sont pas que des animateurs, puisqu'on a un mouvement d'éducation. On souhaite que ces animateurs se sentent être des éducateurs. Alors, pas dans le sens professionnel du terme, ils n'ont pas de diplôme d'éducateur, mais en tout cas, comme ils sont dans un mouvement d'éducation, ils ont cet objectif de faire grandir les jeunes dans les différents axes de développement. Et du coup, avec cette responsabilité de les faire grandir, on leur dit que cette mission d'éducation, elle repose sur 6 attitudes éducatives qu'on place d'un côté les 3 piliers qui sont forcément des choses positives à faire, et puis de l'autre côté les 3 interdits. Alors dans les 3 piliers de la relation éducative, on a le premier élément qui est de poser le cadre bienveillant. Ce cadre bienveillant, il doit se poser avec des règles claires, mais qui sont construites ensemble. C'est-à-dire que dans le scoutisme, la place du jeune est importante, et du coup, on demande à ce que ce cadre il soit posé avec le jeune. C'est-à-dire que ça peut être par exemple des chartes de vie qu'on va construire ensemble, de se dire quelles sont les règles qu'on s'applique tous ensemble dans le groupe. Et ça permet à chacun de pouvoir savoir comment se positionner et qu'est-ce qui est autorisé ou qui ne l'est pas. N'hésitez pas s'il y a des problèmes de compréhension. Deuxième pilier, c'est autour de créer un climat de confiance. Alors la confiance, encore une fois, tout comme le cadre bienveillant, elle est réciproque. C'est-à-dire que ce climat de confiance, c'est à la fois du jeune vis-à-vis de l'animateur, mais aussi de l'animateur vis-à-vis du jeune. Et ça permet à chaque enfant de pouvoir jouer, apprendre et prendre confiance à son rythme. Donc là aussi, le climat de confiance, il se crée au fur et à mesure. On a la chance dans notre mouvement de pouvoir voir les jeunes tout au long de l'année, et puis sur des moments forts. Donc cette relation de confiance, elle se crée assez facilement. Et c'est aussi la confiance qu'il peut y avoir entre chaque jeune d'un groupe. Le troisième pilier, c'est accompagner l'enfant, et accompagner l'enfant dans sa singularité. C'est-à-dire que là aussi, c'est comment on fait en sorte qu'on considère l'individu qu'on a en face de nous comme un individu qui est différent, qui est singulier. Et du coup, c'est comment lui permettre de gagner confiance en ses capacités, et puis de pouvoir progresser à son rythme et se dépasser. Après, quand il y a des choses positives, on essaye aussi de dire quels sont les interdits. Alors, il n'y a pas une attitude unique d'un adulte. Le positionnement de l'adulte, il dépend aussi de la personnalité de chacun, du contexte et des règles communes qui ont été fixées par le groupe. Ça dépend aussi du jeune qu'on a en face. Mais en tout cas, il y a 3 comportements qu'on demande à proscrire totalement. Le premier, c'est le mensonge. Là aussi, le mensonge de l'adulte, notamment vis-à-vis du jeune, mais on pourrait renverser aussi du jeune vis-à-vis de l'adulte.
qui fait référence à la relation de confiance. Et pour nous, l'éducation, elle doit se faire dans la vérité. C'est-à-dire que c'est non négociable pour poser la différence adulte-enfant et sécuriser la relation. Donc l'adulte, il se doit de toujours dire la vérité. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il doit tout dire, mais en tout cas, il doit dire la vérité et ne pas mentir pour que cette relation de confiance, elle puisse se faire. Le deuxième interdit, et qui est fondamental, c'est la fusion, puisque, comme je vous l'ai dit, on a des jeunes animateurs qui peuvent être très très jeunes, c'est-à-dire qu'à partir de 17 ans, ils peuvent être en animation d'un groupe de jeunes. Alors, chez nous, on va de 6 à 21 ans pour les jeunes qui sont encadrés, mais ils peuvent être en animation de jeunes qui ont entre 11 et 14 ans. Vous voyez que la différence d'âge, elle peut être rapprochée, et du coup, ce terme de fusion est important, notamment pour comprendre quelle est la juste place de l'adulte vis-à-vis de l'enfant et quelle est la bonne distance entre les deux. Même si, pour le coup, l'idée, c'est pas non plus qu'il y ait une distance trop grande entre l'adulte et l'enfant. Donc il faut trouver à chaque fois le juste équilibre entre les deux pour que l'enfant, en fonction de son âge, en fonction de ses besoins, il puisse aussi sentir que l'adulte est là avec lui. Et c'est tout ce qui est un peu compliqué, notamment quand on a des enfants de 8 ans qui partent par exemple en camp une semaine sans les parents, qui ont besoin aussi de beaucoup d'affection, de comportement, peut-être de proximité avec l'adulte, de dire, voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fusion et qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre de la fusion et qui est plus de pouvoir rassurer et permettre à l'enfant de se sentir bien. Donc ça passe aussi par quelques conseils. J'entendais tout à l'heure de dire comment on fait en sorte de ne jamais être seul avec un enfant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent aux animateurs, pas tant parce que on leur dit que s'ils sont seuls avec un enfant, ils risquent d'arriver quelque chose, mais aussi pour leur faire comprendre quel est le degré de protection qu'ils doivent avoir aussi pour eux, parce que s'ils sont seuls avec un enfant et qu'un enfant va dire après qu'il y a eu un comportement, ça sera la parole de l'adulte contre l'enfant, et effectivement, nous, on a fait le choix dans notre mouvement de toujours écouter l'enfant. Et quel que soit ce que dit l'adulte, en tout cas d'engager une procédure disciplinaire ou de faire un signalement s'il y a besoin. Donc c'est aussi de dire, voilà, comment ils peuvent se protéger aussi par rapport à ça. Ensuite, le troisième interdit qui paraît fortement logique, c'est tout ce qui est autour de la violence physique, morale et affective. Alors la violence physique, je pense que c'est assez simple de la comprendre pour des jeunes animateurs, et on a très peu de cas de violence physique à l'égard des jeunes. Par contre, la violence morale et affective, c'est quelque chose qui est plus complexe parce que ça ne se voit pas forcément, c'est ce qu'on appelle souvent les violences ordinaires. Et ça, dans notre mouvement, ça peut être quelque chose que l'on retrouve, c'est-à-dire que comment on peut faire de temps en temps quand on est en charge, quand on a 18 ans ou même un peu plus, parce qu'il n'y a pas qu'une question d'âge, mais qu'on a un groupe de 30 enfants qui font la foire le soir pour dormir, comment on arrive à ne pas les faire courir en pyjama autour de la tente, comment on n'en arrive pas à, de temps en temps, avec des petites brimades verbales, à mettre un enfant face aux autres dans une situation qui peut être difficile. Ça, c'est un peu les violences ordinaires qu'on a tous en tête et qui sont peut-être plus difficiles à rendre compte et à prendre conscience que ça a un vrai impact sur l'enfant qui est en face. Alors du coup, sur cette relation éducative, on a, comme je vous disais, on a plusieurs tranches d'âge différentes dans le scoutisme. On a une première tranche d'âge qui est entre les 6-8 ans, ensuite 8-11, 11-14 et 14-17, et puis après les plus grands qui ont entre 17 et 21 ans. Et à chaque âge, on essaye pour faire comprendre à l'adulte quel est son juste positionnement dans la relation éducative, c'est d'associer un peu à une image. Donc par exemple, sur les 6-8 ans, on utilise l'image de l'acrobranche, avec l'adulte qui est juste à côté de l'enfant, alors que l'enfant est assuré sur une ligne de vie et qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, l'adulte est là pour aussi lui dire quelles sont les prochaines prises, comment est-ce qu'il fait. Après 8-11 ans, on prend un peu l'image des petites roues du vélo,
C'est-à-dire que l'adulte, il est là pour encadrer le jeune, que le jeune va pouvoir partir à vélo, se sentir un peu libre, mais en même temps, il y a ces petites roues qui l'empêchent de tomber. Un autre exemple, pour les 14-17, on utilise l'image de l'auto-école avec à côté l'adulte qui a les pédales en cas de besoin, qui a priori ne va pas utiliser, mais si jamais on sent que le jeune est en danger, on va pouvoir appuyer sur le frein ou de temps en temps, et ce qui arrive souvent aussi, sur l'accélérateur pour pouvoir donner un peu de boost au projet. Donc voilà autour de l'image de la relation éducative.